À lire au crépuscule de Charles Dickens. Les 4 nouvelles qui composent ce petit ouvrage sont toutes extraites d'un plus grand ouvrage nommé Histoire de fantômes que Dickens a écrit entre 1840 et 1866. Il faut dire que l'auteur est particulièrement habile pour mettre en scène esprits et autres spectres et qui, en bon anglais féru de Shakespeare, a repris de Hamlet l'esprit du père qui, pour venger sa mort, rendit compte à son fils du complot qui fut mis en œuvre pour le mener à la tombe. Cet autre esprit de vengeance qui habite la seconde nouvelle est particulièrement aiguisé, si bien qu'il peut constituer une illustration de ce que l'esprit criminogène peut accomplir. Cesare Lombroso, ici, professeur italien de médecine légale au XIXe siècle, qui a lancé l'ère scientifique de la criminologie, a défini 5 catégories de criminels. Les criminels nés, aliénés, passionnels, par habitude, et les occasionnels. En 1965, le projet de recherche en psychologie criminelle du Bellevue Hospital de New York conclut que la personnalité et le caractère surpassent largement les diagnostics de psychose ou de défiance que l'on peut faire. Ainsi, dans cette seconde nouvelle nommée La chambre de la mariée, un homme, poussé par la cupidité, va avec une extrême patience, et pour se venger d'une femme qui se joua de lui, ôter la vie de celle qu'il prétend aimer. Page 44. Ainsi, notre assassin qui fut pendu et rendu esprit comme on l'entend quand on parle de fantômes ou de spectres, est dans ce récit le fil conducteur entre le monde des hommes et celui des esprits, et le lecteur en conviendra quand il abordera ces passages qui parlent de ces étranges filaments de feu qui sortent des yeux. Page 43, page 62. Toutefois, aussi assidu qu'il soit, le lecteur ne pourra échapper à cette brume narrative constituée d'esprits et de spectres, et que Dickens a spécifiquement élaboré grâce à une architecture phraséologique presque ordinaire, mais qui en dedans est rudement bien ficelée. Bien des résistances ont été déployées pour perturber l'attention du lecteur, et en particulier en insécurisant les frontières entre les temporalités d'historicité individuelle, et ce à cause des sauts temporels que Dickens impose au lecteur afin de ne pas trop lui faciliter la tâche. Cette désorientation narrative se remarque à travers quelques expressions temporelles singulières, telles que remonter sa montre, aux pages 39 et 51, et l'horloge de la mort, aux pages 47 et 55. Curieuse expression que cette horloge de la mort, mais qui permet à Dickens de rappeler la sentence universelle par laquelle seulement le monde des esprits devient envisageable. À la page 40, cette autre remarque du narrateur ajoute de l'incompréhension, ici en haut. Mais je vois beaucoup de gens qui ne me voient pas. Dickens, en insistant sur le verbe voir, et qui est usité 4 fois dans le dialogue qui précède ce passage, joue avec la perception du lecteur, lequel est contraint de réétalonner l'axe du réel. Cette désorientation s'achève ou continue là où Dickens, à la toute fin du récit, enracine l'idée du réel dans cette partie de phrase où culmine l'idée de la tangibilité, pour ne pas dire du sensible, ici au milieu. Dans le vieux salon bien réel et concret de cette auberge bien réelle et concrète. Les termes réels et concrets sont donc ainsi employés 2 fois chacun, offrant ainsi au lecteur un point d'ancrage indiscutable. Ce qui étrangement est souligné par cette interrogation ou exclamation mise entre parenthèses, ici en bas. M. Idle n'allait tout de même pas en contester l'existence, et où la préposition « en » relie le mot « existence » à ce fameux réel que l'on vient d'évoquer. Quant aux 2 signes de ponctuation accolés l'un à l'autre, ils conjuguent 2 réactions, celle de l'interrogation et celle de l'exclamation, ou les 2 en même temps, afin, je suppose, de surformuler l'étonnement après que M. Idle fut surpris en train de dormir. En effet, les termes « endormi »,« fermer l'œil »,« somnolé »,« assoupi »,« sommeil » et « endormait » enrichissent l'idée du rêve et donc de l'hallucination, plaçant ainsi le lecteur dans l'équivoque. Par ailleurs, dans la première nouvelle, à lire au crépuscule, on retrouve ces sortes d'accroches à travers cette pensée du narrateur que Dickens use pour troubler son lecteur, ici tout en bas. Mais je ne suis absolument pas fou, et, comme je ne suis absolument pas prêt non plus à accorder à ce fantôme une existence réelle, en dehors de ma propre imagination, je pense qu'il s'agit là d'un avertissement. Je dois être malade, et il vaudrait mieux que je me fasse saigner.
page 31. Le narrateur est ébranlé, l'usage du mot fou rend bien compte du trouble psychologique qui est le sien. L'apparition l'a visiblement déboussolé au point d'en renier l'existence. Le mot réel vient d'ailleurs confirmer la chose, puisqu'il est accolé au mot imagination pour effacer l'existence objective du fantôme. Ces glissements de perception permettent à Dickens d'amplifier les effets du surnaturel sur la psyché, tout en portant des coups sévères à la prétendue rationalité de l'homme. Ce qui poussera le narrateur à accuser la maladie pour ne pas avoir à penser que le fantôme est bien réel. À cette analyse syntaxique, il faut ajouter l'usage régulier des parenthèses que Dickens incrémente comme des espaces narratifs qui, en se superposant au narratif central, laissent penser qu'une autre voix intervient dans le récit, comme si elle fût celle d'un esprit. Par ailleurs, l'usage répété du pronom personnel « je », pas moins de 7 fois si l'on tient compte de l'autre pronom personnel « me » et du déterminant possessif « ma », force l'esprit du lecteur à adopter le point de vue du narrateur. Cette insistance est dans ce cas précis d'une remarquable efficacité, puisqu'il déloge l'idée d'une possible hallucination causée par un trouble biologique, et que le narrateur recommande de soigner par une saignée, laquelle ne représente pas un remède efficace. Le jugement du narrateur est donc remis en question. En effet, le verbe « saigner », et c'est peut-être là toute l'ironie dickensienne, fait référence à une certaine croyance médicale qui peut s'apparenter à de la superstition. Pour en revenir à notre criminel qui finira pendu, et s'il faut le placer dans l'une des 5 catégories définies par Cesare Lombroso, en considérant que le fait de tuer ne lui pose pas de cas de conscience, je conviendrai que la première catégorie, à savoir les criminels nés, me paraît la plus adéquate. Cependant, ce choix n'est pas motivé par une savante connaissance des profils criminogènes. Certainement, Cesare Lombroso lui-même réfuterait ce choix, mais quoi qu'il en soit, il faut tout de même dire que dans cette histoire-là, une femme ne fut pas pour peu de choses dans le fait qu'il soit devenu assassin. Page 44. Sans vouloir énerver les féministes, je rappellerai cette fameuse sentence de John Milton, extraite du Paradis perdu, qui dit, ici en haut, « Mais je vois toujours que le malheur de l'homme tient de la même cause. Il commence à la femme. » Sans insister sur cet aspect-là, et du fait que la nouvelle parle de mariés, Charles Dickens a peut-être transféré dans ce récit une part autobiographique concernant la relation mouvementée avec sa femme, et actée par un divorce en 1858. Et le lecteur pourra apprécier aux pages 44 et 45 à propos de cette jeune mariée une confidence peut-être inconsciente de sa part, ici en bas. Il l'avait haïe à chaque minute depuis qu'il l'avait renouée avec elle, et avait attendu l'heure de sa revanche. Cette histoire de meurtre peut également être mise en perspective avec la dernière nouvelle de l'ouvrage, à savoir le procès pour meurtre. En effet, le procès en question est celui d'un assassin qui n'ignorait pas que dans la salle de tribunal se trouvait l'esprit de la victime. Ce dernier, visible du narrateur, fit tout ce qu'il put pour que l'assassin soit reconnu coupable. De la sorte, Charles Dickens poursuit l'idée que la Providence agit parmi les hommes. Dans cette histoire-là, le lecteur doit bien comprendre qu'au regard des témoins qui témoignèrent en faveur du criminel, la justice n'aurait pas pu être honorée si elle avait dépendu des hommes et seulement des hommes. Naturellement, pour Charles Dickens, tous ces esprits révèlent l'existence de l'au-delà, et si l'auteur du Cantique de Noël consacre autant de pages à des spectres, des revenants et des apparitions, c'est que la chose mérite véritablement notre attention. Et en inspectant particulièrement le titre de la 3e nouvelle, et par extension la nouvelle elle-même, Dickens révèle ou trahit par l'usage spécifique de l'adjectif authentique, présent dans le titre, les convictions qui sont les siennes à propos des esprits. En réalité, Charles Dickens peint des situations avec je ne sais quoi d'éternel afin de mener ses lecteurs aux choses invisibles.